Récemment, j'ai eu une proposition de mission assez sympa pour un poste de data scientist. Donc vraiment sympa, en full remote, asynchrone, avec un gros budget entre 600 et 800 euros par jour. Moi, j'ai demandé 650 euros et ils m'ont dit OK, donc c'était vraiment sympa. Et je me suis dit, ce serait intéressant que je vous montre comment je me prépare à ce genre d'entretien. Donc vraiment, tout ce que je prépare, c'est-à-dire qu'est-ce que le client essaie de moi, qu'est-ce que je sais sur le client, et comment je m'en sers pour faire une trame de vente qui va vraiment être optimisée et qui va maximiser la confiance que va avoir le client en moi. Et que du coup, la chance que j'ai mes missions aussi va augmenter, quoi. Et surtout, on verra aussi à la fin, et c'est le point le plus important, quelles questions je prépare, quelles questions je vais poser. Et c'est surtout de là que vous ferez la différence. Et ça, c'est un point qui est très sous-coté, personne ne le fait. Et d'ailleurs, c'est justement un point qu'en général, je ne fais que en coaching individuel. Donc là, je vais vous dévoiler un petit bout, des petits éléments de ce que je propose aux gens en coaching. Et vous allez voir que c'est vraiment ça qui fait la diff. C'est là qu'en fait vous allez savoir si le prospect est intéressé, si vous l'avez conquis ou pas, qu'est-ce qui manque pour le convaincre, qu'est-ce qu'il y a comme doute encore à effacer. Donc c'est ultra important et très souvent négligé. Et pour commencer, on va déjà voir la trame générale d'un entretien. Pour ceux qui ne savent pas, on va revoir rapidement à quoi ça ressemble et comment moi je m'organise pour gérer tout ça. Donc pour commencer déjà, avant l'entretien, il y a une phase de qualification. Avec ça qu'on va travailler, vous allez voir. Donc c'est la partie récolte d'informations, préparation. C'est important de se dire que l'entretien il commence avant l'entretien. C'est vraiment là que vous allez faire la différence. Ensuite, en général, vous allez avoir tout ce qui est présentation client. Donc on va vous expliquer le projet, l'équipe, etc. C'est pas toujours le client qui parlera en premier, mais très souvent c'est le cas. Dans les grands comptes, en général, c'est un peu processisé. C'est le client qui parle, puis le consultant, etc. quoi. Donc d'abord, le client parle. Là, évidemment, il faut bien tout noter parce que c'est important de bien comprendre les problèmes du client pour s'en servir ensuite pour avoir un pitch qui sera adapté à ces besoins-là. Ensuite, avant de parler, et c'est là qu'on fait la différence aussi, on va pas commencer par faire son pitch, on va poser des questions pour vraiment sonder le besoin. Là, on vient de vous expliquer plein de choses, c'est une mine d'or, on pouvait creuser et il faut creuser pour comprendre déjà quel est l'objectif principal si ce n'est pas été clair, quelles actions ont été réalisées par le client, qu'est-ce qui bloque actuellement. C'est le genre de questions qu'il faut poser et qui sont ultra importantes pour la suite. Si vous n'avez pas compris ça, comment vous pouvez proposer un pitch qui va répondre aux besoins? Vous ne pourrez pas être sûr. Donc pour être sûr, il faut poser les questions avant de parler. Une fois que vous allez parler, là, c'est le pitch, on verra du coup à quoi il ressemble. Et enfin, la partie closing, vous allez voir qu'en fait, je l'ai mis vraiment assez grande parce que c'est important, ça prend beaucoup de temps en général. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, beaucoup de gens vont s'imaginer que c'est beaucoup du pitch. Non, non, tout va se jouer ici, c'est les questions et tout ce qui est réponse aux objections. Donc là, c'est la partie question qu'on verra à la fin. Vraiment, restez bien parce que c'est ultra important, c'est vraiment là qu'on fait de la vente, quoi. Et c'est là aussi qu'on gagne des points pour sécuriser la mission. Et enfin, encore une fois, après l'entretien, c'est pas fini. Il y a tout ce qui est relance, tout ce qui est montrer les témoignages, rassurer après l'entretien, envoyer des mails de relance. Peu de gens le font, mais c'est hyper important aussi si vous voulez maximiser vos chances de réussite. Ça, c'est pour avoir la trame. Maintenant, commençons la préparation. Donc là, vous avez vu, déjà, on est ici, dans la qualification. Déjà, pour commencer, avant même de réfléchir à qu'est-ce que le client a comme information et qu'on peut s'en servir contre lui, enfin, contre lui, avec lui aussi, déjà, qu'est-ce que le client il sait de moi? Et là, ce que vous avez sous les yeux, c'est le CV que le client a de moi. Et le client, il n'a que ça pour l'instant. Et donc, c'est important de comprendre sur votre CV, lui, sur quoi il se base. Parce que vous allez vous dire, oui, moi je sais que je sais faire ça, le client, il a vu mon CV, il a tout lu, il sait très bien. C'est pas vrai. Déjà, votre CV, des fois, vous oubliez ce qu'il y a dessus. Et votre CV, il ne sera pas lu en détail. Donc, comprenez bien que ce qu'il y a là, au mieux du mieux, le client, il aura lu ça. Au mieux du mieux. Et des fois, il y a plein de trucs qui manquent. Et au pire, il aura rien suivi, il aura rien compris, il faudra tout lui expliquer. Donc là, vous avez mon CV. Bon, j'ai enlevé des éléments qui sont importants parce que c'est un des éléments qui peuvent un peu être trop secrets, quoi. Notamment ce que je mets en haut, qui est un peu la boîte secrète et ce qui fait qu'en général, les gens sont intéressés par le CV. Et aussi tout ce qui est privé. Mais bon, en général, vous voyez l'idée, le CV, c'est comme d'habitude, hein, expérience, formation, etc. Le but, c'est de comprendre sur quoi il se base. Et là, par exemple, le point important pour cet entretien-là, c'est que le CV que j'avais envoyé, malheureusement, parce que je n'étais pas encore au courant de tous les besoins, j'étais vraiment tourné sur la partie data engineering. Vous voyez, data science, ça apparaît juste deux fois, et engineering, ça apparaît deux fois aussi. Alors que la mission, vous allez le voir qu'elle était vraiment orientée data science. Donc ça, c'est le premier point, et je l'ai noté, je me suis dit, ok, le client, déjà, enfin, vous allez voir que le client, il a des besoins qui sont très spécifiques, il faut que je le rassure, et pas qu'il prenne peur s'il a vu mon CV, qu'il s'est dit, ah, c'est un profil qui est plutôt comme ci, et pas comme ça. Ça, c'est vraiment le gros problème que vous allez devoir gérer en entretien. Et des fois, ils ne le diront pas à haute voix, il faudra le deviner en posant des questions. Donc, premier point, déjà, de quoi le client part. Ça peut être le CV, ça peut être un dossier complet de compétences, ça peut être aussi des appels qui ont été faits par l'ingénieur d'affaires. Il y a plein d'éléments que vous pouvez lister. Bon, moi, j'avais que le CV à ce moment-là. Ensuite,
Qu'est-ce que je sais du client? Alors ça, je le sais comment? Je le sais parce que, en général, avant d'avoir affaire au client final, quand vous faites des missions avec des grands comptes ou peu importe, vous avez souvent affaire avant ça à un recruteur, un cabinet de recrutement, une ESN, ce qui va souvent vous aider à avoir des éléments sur la mission. Ou alors vous allez recevoir un message exhaustif. Bon là, c'était pas le cas, mais il y a quelques éléments qui étaient intéressants dans le premier message qui expliquent quel est le besoin. Ce que vous allez faire, vous, c'est le diviser en 4 catégories. Déjà, le contexte du client, le contexte métier. Ensuite, les besoins précis. Ensuite, les infos sur le processus de recrutement qui sont hyper utiles. Et tout ce qui est notes diverses, c'est ce qui servira aussi à stalker. On verra après, bon, moi, ça m'a pas été utile pour cette mission-là, mais c'est un truc qui est ultra important. Donc, le contexte. Moi, ce que je retiens sur cette mission en général, c'est vraiment, il y a deux choses. C'est que c'est une problématique de forecasting. Donc, pour ceux qui ne savent pas, qui sont pas dans le milieu, forecasting, c'est simplement le fait de faire de la prédiction sur des séries temporelles. Donc, vraiment dire, bah, ok, là, j'ai des récoltes de tomates. D'ici 6 mois, qu'est-ce que j'aurai comme récolte de tomates? En gros, c'est ça, le forecasting. C'est comme la météo, en fait. Et l'agroalimentaire. Donc, voilà, je vous ai parlé de tomates, parce qu'en fait, c'était un sujet par rapport aux tomates, littéralement. Le but, c'est que du coup, je comprenne quel est le contexte métier du client pour comprendre si moi-même j'ai des expériences dans ce contexte aussi. Et si c'est le cas, je vais appuyer dessus à fond. Et si c'est pas le cas, ben, je vais pouvoir poser des questions, comprendre, essayer de trouver des liens éventuellement un peu galvaudés entre ce que j'ai fait et ça. Mais c'est important de comprendre déjà sur quel est le problème, quel est le contexte du client. Et ça, c'est souvent un truc qui est négligé parce que déjà dans la tech, on va se dire, ben nous, c'est que des problématiques techniques. Mais souvent, c'est pas le cas. Souvent, c'est des problématiques qui sont beaucoup plus fonctionnelles, humaines, métiers. Donc, cette partie-là, ne la négligez surtout pas. C'est pour ça que c'est vraiment un truc que vous devez faire en premier. C'est quel est le contexte métier, la contrainte, quel est le fait quelle est la chose qui fait que votre prospect, la nuit, va se réveiller et se dire, ah, putain, le forecasting, les tomates. Ouais, c'est un peu ça qu'il a en tête, moi. C'est l'idée que j'avais en tout cas, avant de le voir en face. Ensuite, les besoins. Bon, là, c'est évident. C'est la partie qui est vraiment un prérequis. Comprendre les besoins. Ça peut être technique, ça peut être métier, mais vraiment souvent, il faut comprendre le cœur et pas aller dans les trucs un peu trop bonus, on s'en fout un peu facultatif. Donc, moi, je voulais les trucs vraiment fondamentaux. De ce que j'ai compris, avant l'entretien, c'était il fallait quelqu'un de vraiment solide sur la partie de data science. D'accord? Data science, hyper important. Avec aussi, j'ai compris, c'est un peu plus bonus, donc ces deux points-là, un rôle annexe de consultant. Donc pas uniquement une brute de code ou de technicité, mais aussi quelqu'un qui sait faire de la relation client, qui sait récolter des besoins, qui sait faire des rapports, voilà, le truc un peu de consultant, voilà, à la Galancire. J'aime bien parler de Galancire dans mes vidéos, je sais pas si vous suivez sur Insta, mais le gars est assez marrant. Bon, c'est un peu abusé, mais c'est un peu cette idée-là que j'ai compris quand on m'a parlé de consulting. Et après, autre point, c'était la partie data vis. Donc en fait, ça doit être beau dashboard, bien mettre en forme tous les résultats, etc. C'est un point qui me fait pas très peur et je sais qu'il est bonus, mais important aussi de noter, parce que ça peut rassurer pour tout ce qui est gain de temps et communication avec les utilisateurs. Ensuite, point important aussi, le process de recrutement. Alors là, c'était trop cool parce que j'ai appris très vite qu'il n'y avait pas de test technique, un seul entretien, et en plus, il était court. Donc vraiment, c'est le cas idéal, c'est assez rare, hein, mais vraiment, vous allez arriver face à un client, une demi-heure et c'est plié. Alors c'est à la fois bien et pas bien, parce que vous avez seulement une demi-heure pour faire vos preuves. Donc moi, j'avais uniquement une demi-heure et pas forcément des va-et-vient qui sont un peu chiants, mais qui sont quand même des leviers pour vous, pour montrer vos compétences. Parce que dites-vous une chose, c'est que même si ça vous paraît chiant, vous pouvez, plus vous avez de contact avec le client, plus vous pouvez comprendre son besoin et comprendre aussi ce qui peut le gêner chez vous pour vous corriger, vous rattraper, faire un meilleur pitch. Donc là, c'est à double tranchant. Moi, ça me bat parce que ça va, je considère que j'ai assez d'expérience et que je sais faire en une demi-heure une assez bonne impression, mais ne vous dites pas forcément que comme c'est court, c'est mieux. C'est pas forcément mieux. C'est mieux si vous arrivez à bien comprendre le besoin. Et enfin, en notes diverses, alors là malheureusement j'ai pas grand chose. Pourquoi? Parce que ben là je suis arrivé sur un cas de figure, ça m'était jamais arrivé. Mais le client n'a pas de LinkedIn, n'a pas de site, il n'y avait rien, rien à trouver. J'ai trouvé à peine l'immatriculation légale de l'entreprise. J'ai rien trouvé d'autre. Vous allez me dire, mais pourquoi tu cherches ça? Ça sert à quoi? En fait, le but c'est quoi? C'est vous voulez stalker les clients. Alors, peut-être ça vous fait rire en regardant ça, mais c'est hyper important. Pourquoi stalker les clients? Alors, la vente, je sais que la vente, c'est un truc qui fait peur à beaucoup de gens, et même il y en a qui aiment pas, qui sont qui ont un peu l'urticaire en y pensant, dans le monde du dev et de la tech, même d'autres domaines, je comprends. Mais en fait, il faut savoir que la vente, quand c'est bien fait, ce n'est rien de plus que aider les gens. Et si vous voulez aider les gens, il faut savoir à qui vous avez affaire avant de commencer l'entretien pour vous préparer. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple, est-ce que vous avez quelqu'un en face qui va être extrêmement cartésien, extrêmement analytique, un peu comme moi par exemple, qui est très carré, très technique, qui s'en fout de savoir que vous avez fait du canoë pendant votre enfance et que vous aimez bien le foot? On va aller au résultat, on veut être efficace. Il y a ces profils-là, ces archétypes-là, mais il y a aussi l'inverse opposé. Il y a vraiment l'inverse, vraiment le profil qui va vous dire, bah,
Ouais, raconte-moi un peu, j'ai vu que tu as fait du canoë quand tu étais jeune, ça m'intéresse et tout. Il y en a qui vont être très dans l'émotion, qui vont être très dans le feeling humain, et quasiment ils vont s'en foutre de la partie technique. Et ça, il faut s'en rendre compte. Et si vous ne le savez pas, vous allez des fois avoir une surprise en entretien et devoir réagir en live. Moi, j'ai pas envie d'avoir à réagir en live à chaque fois. J'ai pas envie de devoir me dire, je dois être prêt à toute éventualité. Alors je vais le faire, je vais être prêt, mais idéalement, je veux pouvoir savoir avant l'entretien à qui j'ai affaire. Et ça, juste avec un LinkedIn, vous pouvez déjà déduire beaucoup de choses. Avec un parcours dans le passé, un secteur particulier dans lequel la personne elle a travaillé, qui peut démontrer un intérêt particulier. Je sais pas, si quelqu'un a bossé pendant 10 ans dans l'automobile, on peut supposer qu'elle aime bien l'automobile. Et ça peut être un lien à faire, ça peut être des éléments comme ça, tu vois. C'est pas forcément des trucs très précis, mais ça peut être, c'est pour que vous ayez une vision à peu près, qu'elle soit floue ou pas, de votre interlocuteur et anticiper au mieux l'entretien. Et donc, moi en général, ce que je vous dis, si vous voulez aller à l'essentiel, essayez de comprendre si a priori vous allez avoir en face de vous quelqu'un qui va être très carré, très cartésien, très technique, ben, un technicien, hein, si vous allez voir que c'est un technique par exemple, ou alors plutôt un chef de projet, un PO, un PM, quelqu'un qui va peut-être être un peu plus dans le fonctionnel, peut-être un peu plus dans le fit humain, qui voudra des résultats évidemment, mais qui sera plus dans le fit humain. Ça, c'est un point ultra important. Malheureusement, pour ce cas de figure-là, j'ai pas pu du tout savoir. Donc là, vraiment, c'était le brouillard. Je savais pas du tout qui j'allais avoir à faire. Ça aurait pu être un tech lead, un directeur technique, peu importe, un chef de projet. Je ne savais pas du tout à qui j'allais avoir à faire. Donc, un peu dommage. Mais en général, je le fais. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? J'ai fait un peu le bilan de ce que j'ai sur le client. Bon, en réalité, c'est censé être beaucoup plus long que ça, hein. Ça, je vous invite à faire des trucs beaucoup plus complets. Ça prend même pas non plus 10 minutes, mais vraiment, faites un truc qui soit vraiment complet pour avoir le maximum d'éléments. Maintenant, on va rejoindre ce que le client sait de moi et ce que je sais sur le client. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme bilan? Enfin, qu'est-ce que j'ai fait comme bilan? Priorité, c'est ce qu'il y a ici. La priorité, c'est qu'en gros, il faut que j'appuie au maximum sur l'expérience data science. Parce que je vous l'ai dit, sur mon CV, malheureusement, j'ai fait une petite erreur, c'est que je ne savais pas, mais j'ai fait un CV qui est un peu trop orienté sur la partie engineering. Ce qui peut faire peur, parce que c'est pas du tout les mêmes métiers. Pour ceux qui ne savent pas, c'est des métiers qui sont. Il y en a un qui est très mathématique, un qui est beaucoup plus développement technique, on va dire. Si je suis vraiment très grossier, mais vous voyez l'idée. Et de ce que j'ai compris, vraiment, le besoin était beaucoup plus sur l'aspect mathématique, l'aspect data science. Donc, priorité numéro une, rassurez, vous inquiétez pas, je suis très bon là-dedans, c'est ma formation initiale, etc. Autre truc que je remarque, l'aspect forecasting, c'est un truc qui est tellement revenu souvent pendant les premiers échanges et dans tout ce que j'ai eu par rapport au poste, que je me dis qu'il faut que j'utilise le mot forecasting. Et en plus, ça tombe bien parce que j'ai des expériences où j'ai fait du forecasting. Donc, moi, habituellement, je dis pas ce mot-là parce qu'on s'en fout de dire le mot anglais et tout à la con, mais je me dis dans ce cas de figure-là, il faut que je dise le mot vraiment précis pour que ça soit un peu un ancrage auditif. Et autre point, appuyer l'expérience consultant. Parce que là aussi, c'est un peu un truc qui est bonus, nice to have. Mais vu que moi, j'ai la chance d'avoir eu cette expérience-là, enfin la chance, j'ai eu cette expérience-là, il faut que je m'en serve. Du coup, ça, c'est un point aussi que je vais beaucoup utiliser. Les autres points que j'ai trouvé aussi intéressants à adapter sur mon script, c'est la partie data vise et la partie agroalimentaire. Alors, agroalimentaire, vous allez voir que j'ai un peu trouvé un lien assez lointain, mais j'ai trouvé un lien. Donc je l'ai fait, même si vous allez voir que c'est vraiment anecdotique, mais c'est important quand même, parce qu'il faut toujours qu'il y ait un petit élément qui fait que pendant l'entretien, on sent qu'il y a un lien, on peut faire interagir le prospect, on peut lui parler, lui dire ok, vous avez vu, moi aussi j'ai fait ça, et ça va le réveiller. Hein, parce que point important, si vous ne savez pas encore déjà, les gens n'écouteront pas. Hein. Là, on va s'amuser, je vous explique ça pendant les, ça fait quoi, ça fait 13 minutes. Euh, alors c'est joli, c'est bien de le faire, il faut le faire bien, mais sachez qu'en général, on ne vous écoutera pas. Donc voilà. Question préliminaire. Question préliminaire, c'est quelle question j'ai envie de poser pour comprendre un peu mieux les besoins. Là, vous avez vu, je vous ai dit, phase 1 en bleu, question pour sonder les besoins. Là, vu que j'ai très très peu d'infos, j'ai beaucoup de questions que j'ai envie de poser. Donc, c'est des questions qui sont très techniques. Ça sert à rien de les regarder parce que vous, si vous êtes dans le dev front-end, ça n'aura rien à voir. Mais je liste quelques questions qui m'aideraient moi personnellement à vraiment mieux comprendre dans quoi je m'embarque et quelle est la problématique que je vais devoir traiter. Donc, ça, c'est bien de les lister aussi et de pouvoir les avoir sous les yeux quand vous allez faire l'entretien. Maintenant pour la trame. Alors la trame, elle paraît longue, mais figurez-vous que ça ne fait que 5 minutes à l'oral. Alors le but, en général, moi ce que je conseille, c'est une trame, un script qui va être assez rapide. On va vous dire des fois, ouais, il faut faire 10 minutes. Moi je vous conseille plutôt entre 5 et 10, et plus proche de 5 que de 10. Pourquoi? Parce que, bah, comme je vous l'ai dit, ils vont pas écouter en fait. Ils vont pas écouter, et si vous voulez une information plutôt technique et scientifique, les gens vont se rappeler du début et de la fin. Ça, c'est des biais de récence, des trucs comme ça. Vous pouvez regarder de votre côté si vous voulez. Donc, le début et la fin. Le début, vous pouvez y aller franco, commencer avec une accroche qui puisse un peu réveiller les gens. Et après, à la fin,
On verra ce qu'on fera à la fin, vous allez comprendre pourquoi c'est important. Mais au milieu, c'est compliqué de garder l'attention. Donc, soyez concis, allez à l'essentiel, et mettez des éléments par-ci, par-là, qui vont pouvoir faire se réveiller le prospect, et se dire ah putain, oui, il a dit un mot qui m'intéresse, j'aime bien, c'est intéressant. Après, j'abuse, ils écoutent quand même, mais des fois, vous allez le voir, pour ceux qui en ont fait souvent savent de quoi je parle, des fois, vous allez dire un truc, vraiment, il n'y a aucun doute, enfin, c'est clair, c'est limpide, et on vous pose la question dessus juste après. Donc, c'est vraiment que les gens n'ont pas écouté. Mais ils vont écouter, on va dire, 50%, quoi. Donc, le milieu, on s'en fout. Bref, la trame, là, je l'ai écrite vraiment mot pour mot pour l'exemple, mais en vrai, il ne faut pas l'écrire comme ça, il ne faut pas faire un script comme ça, il faut mettre vraiment peut-être des bullet points. Mais là, pour l'exercice, je vous ai fait tout le truc vraiment écrit. Il faut que ça dure vraiment entre 5 et 10 minutes, plutôt 5 minutes. Et vous allez avoir une partie qui va être la partie qui ne bouge pas entre chaque entretien, et la partie que vous allez ajuster. Et là, c'est quoi? Donc c'est ce qui n'est pas en gras, c'est ce que je dis à peu près à chaque fois. Et ce qui est en gras, c'est ce que j'ai ajouté par rapport à ce que j'ai compris du besoin et par rapport à mon bilan. Donc, sans rentrer vraiment dans tout le script, comment je l'ai rédigé et tout, parce que c'est un truc qui est plus complexe, c'est un truc aussi que je vais plutôt apprendre dans les coachings, donc ça sert à rien de voir ça, ça prendrait des heures, donc ça sert à rien. Ce qu'il y a à comprendre, c'est quoi? C'est que vous avez vu par exemple que dès le début, je vais commencer à mettre des paragraphes entiers qui vont appuyer un point important que j'ai identifié. Par exemple, là, je mets un paragraphe qui va montrer mon expérience sur la partie data science. Hop, c'est ce qui est ici. Un truc que je dis jamais, mais là, c'est important. Là, je parle de mon expérience en labo, en R&D dans le privé, qui va apporter de la crédibilité et dire ah oui d'accord, il a fait de la recherche là-tout quand même, c'est un truc intéressant. C'est souvent hors sujet, mais là c'est pas hors sujet, donc je l'explique. Autre exemple ici, là vous avez vu, bon là je mets le mot forecasting, alors que normalement je le mets jamais, parce que c'est cohérent, hein, mais bon là c'est pour avoir le hook, on va dire auditif. Ici, je fais un lien entre l'expérience et la partie agroalimentaire. Donc c'est un peu capillotracté, mais ça passe. En gros, je parle du fait que j'ai fait des travaux sur tout ce qui est observation de la Terre, et du coup tout ce qui est type de sol, pluviométrie, pression, c'est des trucs que j'ai déjà manipulés, donc je connais un petit peu. C'est déjà ça. Pareil pour le reste, bon, je vais pas tout faire, mais voilà. Forecasting, encore, je mets le mot une fois. Ici, un truc que je parle pas beaucoup, c'est les stages que j'ai encadrés qui étaient sur du machine learning, qui sont aussi intéressants. Donc, on pourrait se dire, un stage encadré, c'est pas un truc de fou, mais bon, là, c'est intéressant d'en parler aussi. Encore du forecasting, etc. Donc, vous voyez l'idée. Le but, c'est vraiment que vous ayez de base une trame qui soit un peu passe-partout, qui soit une trame qui montre vos principales qualités, qualités que vous avez comprises et que vous allez appuyer grâce à quoi? Grâce à l'analyse du marché. Donc là, je vous redirige vers des vidéos que j'ai faites sur le sujet qui expliquent comment comprendre ce que le marché recherche. Et du coup, bah, ça, c'est un truc qui vous servira à faire une trame, la partie fixe qui ne bouge pas, la partie qui va vraiment mettre en avant toujours les mêmes points importants que votre marché valorise. Et comprenez qu'à chaque fois, vous devez vous laisser un petit peu de marge pour pouvoir ajouter des éléments comme ça. Moi, en gros, la trame, il y a plein d'endroits qui sont un peu bizarres parce que s'il n'y a pas d'éléments de contexte, ça fait un peu vide. Donc, à chaque fois, je vais me poser et réfléchir à qu'est-ce que je vais rajouter pour le contexte du client, pour vraiment qu'il se dise ah, intéressant. Tu vois, le petit truc où il se réveille, il fait il a dit quoi là, c'est intéressant. Je vais écrire ça. Et du coup, pour en finir sur ça, il y a un point important. C'est que, comme je vous ai dit, on retient le début et la fin de la présentation. Donc, on fait quoi à la fin? Est-ce qu'à la fin on dit voilà, j'ai fini, merci, au revoir Est-ce qu'on dit, je sais pas, est-ce qu'on fait une blague? Est-ce qu'on est dans l'atmosphère Est-ce qu'on s'arrête net et on crée un blanc gênant? Non. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez poser des questions. Et c'est justement ce qu'on va voir là. Et vous allez comprendre pourquoi ça paraît simple, mais c'est pas si simple que ça. Mais avant de parler de ça, avant de vous dévoiler tout ça, je tiens à vous rappeler, pour ceux qui sont intéressés, que je propose du coaching personnalisé. Donc pour ceux qui veulent vraiment se lancer sérieusement avec des vrais process analytiques, des process qui sont validés par le marché, évidemment, des trucs qui sont actuellement utilisés par des gens que je coach et qui trouvent des missions. Donc là, je vous ai mis quelques petits témoignages que vous pouvez faire pause et lire un petit peu. Si ça vous intéresse, je peux vous embêter longtemps, si ça vous intéresse, vous avez un lien en description et un commentaire épinglé pour réserver un premier appel avec moi. Le but, c'est pas que je vous vende quelque chose absolument, c'est juste déjà qu'on fasse le point. C'est un appel pour vraiment faire une roadmap par rapport à votre situation, comprendre vos contraintes, comprendre vos objectifs. Et si et seulement si c'est un truc qui peut être intéressant pour vous, je vais vous expliquer comment je peux vous aider. Mais sinon, on en restera là et vous aurez au moins votre roadmap pour la suite. Donc vous avez un lien en description. Évidemment, l'appel qu'on va faire, il est gratuit, il vous engage absolument rien. Mais comme ça, vous allez pouvoir comprendre qu'est-ce qui peut bloquer, comment je pourrais vous débloquer et si c'est intéressant qu'on travaille ensemble ou pas. Donc voilà pour cette petite pause. Maintenant pour la partie questions. Alors, je vais enlever ce petit cache. Le but des questions, c'est quoi? C'est déjà pour commencer, il faut pas seulement poser une question, mais guider les questions.
Un truc que beaucoup de gens font, et ce que je vous invite à faire si ce n'est pas déjà le cas, à la fin de votre pitch, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, ok, j'ai fini mon présentation, voilà, je suis passé un peu vite sur la partie technique, éventuellement c'est un truc que je dis beaucoup. On pourrait s'arrêter là et dire éventuellement, voilà, si vous avez des questions, posez-moi des questions, il n'y a aucun problème, voilà, etc. C'est déjà très bien. On peut aller un cran au-dessus. Le cran au-dessus, c'est quoi? C'est non seulement dire, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, et rajouter un élément pour guider la question. Dire, par exemple, sur mon expérience chez TPZ, chez Viséo, euh, parce que j'ai fait ceci. Et en gros, vous allez guider la question en supposant pour le client qu'il a un intérêt à creuser cette expérience-là. Et ça, qu'est-ce que ça sert? À quoi ça sert de faire ça? C'est une question de fou. Parce que si vous n'avez pas compris le besoin, et si du coup votre guidage de questions est complètement hors sujet, si vous dites, ben voilà, si vous avez des questions, notamment sur l'expérience que j'ai faite, voilà, parce que je pense que c'est pertinent, si vous vous rendez compte qu'en fait c'est absolument pas pertinent, ben c'est que vous n'avez pas compris le besoin. Et là, priorité absolue, vous devez vous comprendre le besoin avant toute chose. C'est vraiment hyper important. Si vous avez effectivement compris le besoin et que l'expérience est effectivement pertinente pour le client, donc c'est le deuxième cas de figure, là, vous allez pouvoir du coup répondre aux questions et via les questions que vous allez recevoir, comprendre quels sont vos arguments forts, quels sont vos arguments qui n'ont pas été compris et les répéter ou en mettre de nouveaux sur la table. C'est là que vous allez faire la différence. En fait, les questions, elles vont très très souvent trahir via les réponses de vos prospects les points flous. Les points, c'est le principe. Ils vont vous dire, là, du coup, vous avez parlé de ça, mais est-ce que vous avez fait ça vraiment comme ça? Est-ce que vous l'avez bien fait? Des fois, ce ne sera pas aussi explicite, mais si c'est le cas, vous, c'est une mine d'or. Vous allez pouvoir comprendre ce que le prospect n'a pas compris, ou alors ce dans quoi il n'a pas confiance par rapport à ce que vous faites, et vous répétez, parce que des fois, il faut juste répéter parce qu'ils n'ont pas écouté, ou alors avoir de nouveaux arguments, plus précis, des arguments plus clairs, plus pertinents. Donc vraiment, hyper important. Déjà, on pourrait s'arrêter juste là. La question que vous allez poser avec le guidage, il va servir à savoir si déjà vous avez compris le besoin. Parce que si votre guidage n'a pas de sens, et moi ça m'est déjà arrivé plein de fois, où je pose la question, je dis voilà, je pense que cette expérience-là, elle est intéressante par rapport à ce que vous avez comme besoin, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et là, j'explique mon expérience, et en fait, je me rends compte que c'est pas du tout pareil. Il m'explique, il me fait non, nous, ce qu'on veut, c'est ça. Et je fais ah ok, donc en fait, j'avais mal compris le besoin. Et donc, priorité absolue, absolue avant d'aller à l'étape suivante, c'est de comprendre le besoin. Ça sert à rien d'aller plus loin, on peut déjà s'arrêter à la fin. Si vous n'avez pas compris le besoin, arrêtez-vous, ne posez pas d'autres questions. Le but, c'est de comprendre les besoins. Donc ici, si vous vous rendez compte de ça, posez un max de questions. Plus de questions, vous reposez vos questions que vous avez anticipées. C'est pour ça que moi je pose des questions préliminaires. C'est pour ça que j'ai des questions aussi que je peux poser après si vraiment j'ai pas compris. Et ensuite, une fois que vous avez compris ça, vous pouvez passer à la suite. Donc là, il va vous poser vos questions. Voilà, est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu connais ça? Ok. Bon, si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe mal, c'est bien aussi. Ça vous montrera qu'est-ce que vous avez mal appuyé, qu'est-ce que le client n'a pas compris. Et ensuite, là, je fais un gros jump, parce qu'en vrai, il y a plein de trucs que vous pouvez faire entre les deux, mais bon, je ne vais pas non plus vous faire tout le process de A à Z, mais une question que vous pouvez faire aussi, qui est ultra utile avant de partir, et qui vous servira à vous à comprendre si vous avez bien fait votre travail et si vous avez répondu aux objections, c'est la fameuse question, si vous avez un retour, faites-moi un retour. Alors c'est une question aussi que beaucoup de gens posent, mais beaucoup de gens la posent mal, dans le sens où vous la posez avec un ton et avec une façon de faire, ou en créant un contexte qui fait qu'on ne vous dira jamais un truc négatif. Et ça, c'est un problème, c'est que le process de recrutement, et même dans les relations humaines en général, les gens n'aiment pas le conflit, c'est normal. Donc, ils vont rarement vous dire, ah oui, Mickaël, t'as fait vraiment de la merde, en fait, t'es vraiment une grosse merde. Enfin, ce que tu racontes là, c'est nul, t'es pas bon, en fait, t'es juste pas bon. Ça n'arrivera pas, en fait. Ils vous le diront jamais comme ça. Éventuellement, ceux qui sont très très cash, ça peut arriver qu'on vous fasse des remarques un peu, voilà, des retours honnêtes, mais souvent, ce sera pas honnête. Souvent, on vous fera les retours que la partie positive. Alors, c'est cool pour l'ego, mais c'est pas cool pour vraiment savoir si on a des chances d'avoir la mission. Donc, le but, c'est quoi? C'est de créer un contexte pour que la question, quand on la pose, la personne en face, elle se dise, ok, c'est bon, c'est safe, je peux lui dire ce que je pense réellement. Et comment on fait ça? Je vous ai mis un exemple. Là, ça paraît très con, parce que je vous ai mis juste une petite phrase d'intro, mais cette phrase d'intro, elle va faire toute la différence. Vous pourrez dire, par exemple, en toute transparence, et vous pouvez être très sévère, très cash, est-ce que vous avez des retours à faire par rapport à mon profil et par rapport à votre besoin? Et au lieu de juste poser la question, est-ce que vous avez des retours à faire? Là, vous créez un contexte où vous allez faire comprendre aux personnes que, ok, t'inquiète pas, tu peux être cash, tu peux être sévère, sois sévère, et dis-moi ce que tu penses de moi. Et en faisant ça, vous allez augmenter vos chances d'avoir des réponses honnêtes. Moi, honnêtement, ma variante que je fais personnellement, elle est encore plus
cache que celle-là. Ça, c'est pour ceux qui veulent un peu commencer tranquillement. Mais moi, j'aime bien rentrer un peu frontalement et vraiment montrer aux gens, ok, enlève ton masque, t'inquiète pas, il n'y a aucun problème, tu peux m'éclater si tu veux, il n'y a pas de problème. Donc, dans l'idée, il vous faut une phrase un peu comme ça. Vous pouvez l'ajuster à votre façon de parler si vous voulez, mais ce qu'il faut, c'est vraiment mettre, on va dire, une introduction à votre question qui puisse créer un contexte où on peut vraiment faire un retour. Parce que les gens ne feront pas un retour honnête sinon. Donc, ça, le but c'est quoi? Bon, d'avoir une réponse, déjà un premier feedback, si, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Pareil, vous avez compris que si vous avez des retours sur les points négatifs et que vous avez réellement les éléments qui permettent de répondre à ces réponses-là, eh vous appuyez encore vos arguments, vous revenez encore là, vous répétez vos arguments, nouveaux arguments, etc. Et vous revenez là-dedans. Ce que vous pouvez avoir aussi comme cas de figure, c'est que on vous parle d'autres candidats. Le grand classique, c'est oui, tu as un bon profil, mais on doit avoir d'autres candidats. C'est normal, c'est les process. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Là, je vais vous dévoiler un message que vraiment j'adore. Parce que, encore une fois, on crée un contexte où la personne en face, elle est plus sur la défensive. Elle se dit, ok, je m'inquiète pas, je peux dire ce que je veux. Le message, c'est quoi? C'est, encore une fois, c'est une introduction. Tout va jouer à l'introduction. C'est juste pour finir, avant de partir, pour ma culture perso, vous qui devez sûrement faire beaucoup de recrutement pour ce genre de poste, en général, et là vous voyez qu'on prend beaucoup de distance par rapport à la question, le but c'est vraiment d'exagérer à fond, hein. Là vous voyez que je fais quatre éléments pour prendre la distance. Juste pour finir avant de partir, ça c'est pour en mode ça va prendre 2 secondes, t'inquiète pas. Euh, pour ma culture perso, donc comme si c'était hors sujet, vraiment un truc qui est hors de l'entretien, qui est pas pour l'entretien. Ensuite, une petite phrase pour jouer sur l'ego. Vous qui devez savoir ça, etc. Ça, c'est un peu une astuce que je vous livre hein, pour la vente, pour ceux qui veulent un peu se former en vente. Quand vous supposez un élément, on va dire, qui est sympa pour la personne en face, elle va forcément devoir le valider, si elle veut être cohérente. Si elle veut se valider à elle-même que effectivement elle a cette qualité-là, elle va inconsciemment se dire, bah, ok, bah, effectivement, si moi je suis quelqu'un qui fait beaucoup de recrutement, la réponse que je vais lui demander, que la question qu'il me pose, j'ai forcément la réponse. Et si je n'y réponds pas, c'est que je n'ai pas cette qualité-là. Donc en fait, dans le cerveau, ça paraît peut-être un peu fou, hein, mais je vous assure que c'est vrai. Dans le cerveau, on veut être cohérent. Il y a un biais de cohérence, on veut absolument être cohérent par rapport aux étiquettes qu'on met sur nous. Alors c'est dangereux parce que du coup, on peut voir que ça peut avoir beaucoup de dérives, mais c'est un levier comme un autre, donc on peut l'utiliser. Et encore, dernier truc que je mets, en général, pour vraiment prendre en compte de distance. Et après, je pose la question. Donc vous voyez qu'on prend vraiment beaucoup de distance. Et la question, du coup, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui vous paraît important pour faire un choix entre plusieurs candidats? Question qui sera extrêmement utile, encore une fois, pour comprendre qu'est-ce que le client a pensé de vous, qu'est-ce qu'il a comme critère pour choisir entre les candidats, est-ce qu'il a vu d'autres candidats avant vous, auquel cas vous peut-être vous aurez la réponse de votre classement par rapport aux candidats. Donc c'est une question, elle paraît pas comme ça, et je pourrais en parler des heures, et c'est d'ailleurs un sujet, on en parle des heures en coaching, hein. C'est vraiment important de la poser parce que vous allez vraiment comprendre où vous vous situez, et ça va dicter la suite. Parce que là, on arrive à la fin de l'entretien, on ne va pas non plus abuser et passer non plus 5 heures à faire que des questions, que des questions, que des questions. À un moment, il faut partir. Même si vous n'avez pas tous les éléments que vous voulez. Par contre, vous pouvez encore envoyer des mails. Et donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu la question, ça c'est la question que je l'ai posée, j'ai eu la réponse que je voulais, et du coup, j'ai su des éléments en plus que je pouvais rajouter pour encore rassurer et encore assurer ma place dans le classement. Donc ce que j'ai compris, c'est que par mail, il fallait que je lui envoie après mes références dans l'IA, des projets sur l'IA, d'autres choses qui vont le rassurer. Bon, c'est spécifique à ce cas de figure-là, mais vous, ça peut être différent. Ça peut être des éléments qui vont être liés, en tout cas, à ce que le client vous aura dit comme critère pour faire son choix entre différents candidats. Donc ne vous dites pas que après l'entretien, c'est fini. Et comme je vous l'ai montré au début, encore une fois, je reviens à la trame, il y a aussi un post-sales flow, donc des relances, montrer des témoignages, rediriger vers d'autres contenus. Tout ce qui peut le rassurer, tout ce qui peut, encore une fois, montrer que vous répondez aux besoins. Et pour ça, on y revient, il faut avoir compris le besoin. Donc première étape, c'est de sonder le besoin. Ok? Donc j'espère que c'est clair pour vous. Petit point pour finir avec tout ça, parce que c'est important. Je vais vous spoiler un truc là, cet entretien. La mission, je ne l'ai même pas eu. Je ne l'ai pas eu. Alors, je ne l'ai pas eu, oui et non, parce qu'en fait, je ne l'ai pas eu parce qu'on m'a proposé d'autres missions à la place. Donc j'ai un peu... Enfin, c'est une longue histoire, mais en gros, j'ai très bien réussi l'entretien. J'ai réussi à me placer top 1 dans l'entretien au moment où je suis passé l'entretien. Mais un candidat qui est passé après moi, qui était beaucoup plus senior, a eu la mission. C'est tout à fait logique. Moi, j'ai pas du tout de regret par rapport à ça. Parce que là, je pouvais rien y faire. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Mais j'ai quand même réussi, en posant des questions et en montrant ma valeur, à me placer sur d'autres missions. Donc j'ai raté une mission, j'en ai eu deux de plus. Deux missions sur des problématiques pertinentes par rapport à ce que j'ai déjà fait. Bon, bref. L'idée, c'est quoi? Même si je l'ai pas eu la mission, j'en suis très content et je vous fais une vidéo pour montrer comment j'ai préparé ça. Et je veux que vous vous disiez,
même si je l'ai raté, c'est intéressant. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est pas d'avoir à chaque fois la mission, mais c'est d'avoir les process qui font qu'en moyenne, vous avez un très bon taux de réussite. Parce que comme vous le savez sûrement, ça sert à rien de se voiler la face, il y a des éléments que vous ne contrôlerez pas. Il y a des éléments qui sont vraiment hors de votre contrôle. Si quelqu'un arrive après vous et qu'il a 10 ans d'XP, et que moi j'en ai que 3, j'ai pas beaucoup de chance. Je peux m'en sortir, mais j'ai pas beaucoup de chance. C'est un peu ce qui m'est arrivé là. Pour vous dire l'histoire complète, en gros, moi, bah, j'ai à peu près 3 ans d'XP, mais assez peu finalement en data science, honnêtement. Et le mec qui était passé après moi, il avait 7 ans d'XP en data science, que en ça. Donc moi, ça me dérange pas de passer derrière cette personne. Donc j'étais deuxième. Bon, ça sert à rien, deuxième ou dixième, c'est pareil, il n'y a pas d'admission. Mais ça me rassure sur le fait que j'ai quand même réussi à faire l'épreuve. Parce que j'ai quand même réussi à me faufiler en deuxième place sur une mission avec un super TJ, en full remote, etc. Donc pour moi, ça reste un très très bon signal. Ça montre que j'ai bien fait les choses. Et ça a aussi été confirmé par le retour qu'a eu la recruteuse sur la mission. Donc pour moi, c'est un très bon signe et je vais continuer comme ça. Et ce que vous voulez, vous, c'est continuer à chaque fois comme ça. Même si vous avez des stops qui sont violents en entretien et qu'on vous dit non à la fin, t'as pas été retenu, c'est pas grave. Nous, ce qu'on veut, c'est en moyenne réussir une fois sur trois. C'est de bien déjà. Une fois sur trois, deux fois sur cinq. Trois fois sur cinq, ça peut être bien. On veut viser des taux qui sont pas à 100%, c'est impossible, et des taux qui sont respectables. Et quand vous avez compris ça, vous savez que c'est juste un process. Vous allez appliquer le process et arriver à la fin, forcément avoir des missions. Mais vous allez passer par des moments où vous allez prendre des stops. C'est normal, c'est le principe. Et si vous n'arrivez pas à vous y faire, vous n'allez pas réussir. Donc, comprenez la logique, comprenez comment faire pour maximiser vos chances de réussite, mais comprenez aussi que ça va juste maximiser vos chances et pas garantir vos chances de réussite. D'accord? Ça les garantira au long terme. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis cette régression linéaire. On va dire qu'à terme, vous allez avoir une croissance, vous allez avoir des résultats. Mais ponctuellement, si on prend l'élément isolé, vous n'allez absolument pas avoir une garantie de réussite. Ok? Donc, voilà pour ça. Pour finir là-dessus, un point que je ne mets pas assez en avant, je pense, la chaîne elle est encore assez jeune, donc je sais que beaucoup de gens aiment le contenu. Si vous avez des gens qui sont intéressés par ce contenu et qui pourraient en bénéficier, n'hésitez pas à leur partager. Moi, ça m'aiderait beaucoup pour que la chaîne puisse un peu croître et aider des gens qui veulent se lancer, que ce soit en CDI ou des freelances qui veulent trouver dans des missions. Donc je vous demande jamais ça, mais si vous voulez donc vous abonner ou même envoyer la chaîne à des gens ou la vidéo à des gens, n'hésitez pas, ça m'aiderait beaucoup. Donc voilà, pour le petit mot de la fin, le petit call to action. Et donc pour petit rappel encore une fois, pour ceux qui sont restés jusqu'à ici, les plus motivés, les plus déter, je le rappelle encore une fois, vous avez un lien en description pour réserver un appel avec moi, pour discuter de comment je pourrais vous aider à trouver vos missions avec vraiment des process très clairs. Moi j'ai des garanties assez solides, mais avant ça, il faut quand même qu'on voit votre profil, qu'on voit vos contraintes, et que je vous dise clairement, moi je vous le dirai honnêtement, hein, si votre profil est cohérent avec le freelancing ou pas, sous quelles conditions, et si c'est cohérent et que tout est ok, tout est au vert et que moi je peux vous aider à vous débloquer, si vous êtes bloqué, on verra comment je peux vous aider. Mais dans tous les cas, je ne vais pas vous forcer la vente ou quoi, c'est pas le but, j'ai pas besoin dans tous les cas. Donc n'ayez pas de réserve pour réserver l'appel, n'hésitez pas, au moins on discutera au moins sur WhatsApp et on verra comment on peut bosser ensemble. Et à minima, au moins vous aurez une roadmap pour la suite, pour la faire tout seul de votre côté. Donc et comme je l'ai dit, c'est gratuit, ça n'engage en rien. Donc voilà pour la vidéo, j'espère que ça vous aura aidé. Un peu plus long que prévu, mais j'espère que ça vous aura quand même débloqué pour comprendre comment préparer vos entretiens. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et bon week-end. Allez, ciao.